la diplomatie sportive. Sir, the floor is yours. Thank you very much. Voilà, juste pour répondre à notre collègue journaliste, il faut aussi faire du lobbying à Paris et dans les autres capitales. C'est la même chose au niveau européen, mais avec beaucoup plus d'acteurs. Mais disons, en principe, on fait du lobbying aussi au niveau national quand on veut obtenir quelque chose. Donc, le thème de ma présentation, c'est le Brexit. Et je vais vous présenter les chapitres, l'apport principal de chacun des chapitres d'un ouvrage collectif que je viens de coordonner et qui va être publié au mois de janvier par les éditions Routledge. J'insiste beaucoup sur la nature personnelle de l'intervention. Je ne suis plus à l'unité sport de la Commission depuis 7 ans. Je suis toujours fonctionnaire européen, mais ici c'est Jacob qui parle, c'est pas la Commission. Vous pouvez également vous informer sur mes activités à travers les différentes ressources que j'ai indiquées ici. Les objectifs de la présentation, c'est donc de présenter cet ouvrage, Brexit and Sport, pour s'interroger sur l'héritage que laisse cette période de 47 années où le Royaume-Uni était un État membre de l'Union européenne. Quels sont les défis juridiques de gestion qu'il faut connaître, si on vient du mouvement sportif? Dans quelle mesure la régulation européenne retiendra-t-elle sa force au Royaume-Uni? C'est ce qu'on appelle le retained legislation, la législation retenue, par rapport à l'option de divergence réglementaire, si chère aux Brexiteurs. Et le sport est-il concerné au même titre que d'autres secteurs? Sa spécificité a-t-elle prise en compte? La question de spécificité nous intéresse toujours. Et finalement, même si je ne parle pas beaucoup de diplomatie au sens étroit du terme, évidemment, c'est une question de diplomatie entre l'Union européenne et son ancien État membre. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, pendant 4 ans au total, et ça continue, ce sont des négociations bilatérales entre l'Union et un État souverain, le Royaume-Uni. Ça, c'est le livre qui sortira au mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes faire des recommandations à vos bibliothèques, parce que le premier tirage coûtera 120 livres, ça c'est cher si on achète pour soi-même, mais c'est que le premier tirage, c'est un peu comme la fenêtre théâtrale de Hollywood. D'abord, c'est seulement en salle. Et d'abord, c'est seulement sur papier, seulement relié à 120 livres. Quand les bibliothèques universitaires auront toutes acheté leur exemplaire, il y aura un exemplaire moins cher broché. Et à la fin, il y aura également la version digitale. Donc ce livre est donc un travail collectif. J'ai eu le bonheur de rassembler un groupe de collègues qui sont tous et toutes des experts de premier rang pour les thèmes abordés. La première partie, c'est la partie que j'appelle introduction. D'abord, il faut développer certains concepts. Il n'y a pas d'ouvrage comparable au marché du livre, ni anglophone, ni francophone, ni germanophone. Donc il fallait d'abord peaufiner un peu les concepts. Dans mon introduction, je commence avec le constat que l'Europe est supranationale. Ce n'est pas un bloc comme le prétendent souvent les médias anglophones, parce qu'un bloc, ça c'est dans la logique internationale. Ce n'est pas comme les Nations Unies. L'Europe légifère avec un effet direct de son droit. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour une grande partie, pour ça que les Brexiteurs voulaient sortir. C'était pour pouvoir jouir de la divergence des normes. Le deuxième chapitre, par Brand, Gérard et Niemann, pardon. Je dois avoir pensé à autre chose quand j'ai dit Niemeyer, mais c'est Niemann. Ils emploient les théories établies en matière d'intégration européenne. Ils supposent qu'il y aura une diminution nette des interactions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais ils ne sont pas convaincus que dans le domaine du sport, cet effet net sera très important. Déjà parce que les États membres ont déjà largement mené leur propre politique sportive, en dehors des domaines qui sont directement réglementés par l'Europe. Une épreuve des forces semble peu probable dans ce domaine. Et c'est important de le dire parce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a déjà eu des épreuves de force très importantes.
Mais dans le domaine du sport, il n'y a pas d'indication que l'on veuille se confronter. Le troisième chapitre est un chapitre à main des coryphées du droit européen du sport. C'est Stefan van den Boogaard de l'Université de Leyde. The end of free movement after Brexit. Qu'est-ce qui se passe quand les règles en matière de libre circulation ne s'appliquent plus? Eh bien, la libre circulation a été le moteur principal du développement du droit et de la politique du sport pendant plusieurs décennies. Il faut aller de 1974 jusqu'à 2006, de Walrav et jusqu'à Mecca Medina, pour qu'un autre domaine du droit européen deviendra véritablement déterminant. Et à partir de là, c'est également le droit de la concurrence et le droit antitrust. Donc, la partie la plus importante du droit européen du sport ne s'applique plus. C'est la libre circulation avec les garanties qu'on connaît. Et cela a des effets très directs sur le modèle commercial développé par des clubs professionnels anglais qui jusqu'ici avaient accès à un vaste pool de recrutement européen. Et contrairement à ce qu'on pourrait supposer, il n'y a pas de trace dans la documentation publiée comme quoi une pression lobbyistique du sport ait vraiment changé la donne. Je suis encore en train d'étudier des documents parlementaires. Je suis passé à travers plusieurs débats en séance plénière de la Chambre des communes et de la Chambre des Lords, et on ne voit pas vraiment que ça change quelque chose. C'est assez surprenant quand on sait que ça représente quand même quelques pourcents du produit social brut britannique, et surtout quand on sait que le sport est assez déterminant pour l'identité britannique. En fin de compte, le sport doit maintenant vivre avec un confinement assez important, comme il y a aussi un confinement sur la libre circulation de la nourriture et de bien d'autres choses. Vous savez que maintenant, depuis quelques mois, on observe de véritables pénuries dans les supermarchés britanniques, et c'est pas principalement parce que la réglementation ne permet pas aux marchandises de circuler, c'est parce que les nouvelles exigences britanniques en matière d'octroi de permis de travail et de visa ne permettent pas de trouver les camionneurs. C'est pour ça qu'il y a des pompes à essence fermées. C'est pour ça qu'il y a notamment des rayons de fruits et de légumes avec 20% moins de fruits et de légumes. Et ça, c'est des images tout à fait récentes. Vous voyez ici des douaniers ou des policiers hollandais. Il y a un qui dit zijn vleeswaren op de boterhammen? Est-ce qu'il y a de la viande sur les tartines, les sandwichs? En ce cas-là, on les prend. C'est confisqué. Et bien pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a opté pour un régime où on ne reconnaît plus les normes de l'autre partie. De part et d'autre, il n'y a plus de reconnaissance en matière phytosanitaire. Donc vous pouvez effectivement prendre une bouteille de coca, parce que c'est un produit totalement, je ne dirais pas artificiel, mais il n'y a rien de frais dedans. Ça, vous pouvez prendre, et vous ne pouvez pas prendre un sandwich frais. La preuve en est que j'ai été avec mes deux filles cette année, au mois de juillet, à Paris, dans le Marks & Spencer. Contrairement à Bruxelles, les Parisiens, ils ont eu le droit de garder leur Marks & Spencer. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les Parisiens. Mais leur Marks & Spencer, maintenant, il a un rayon sandwich avec de faux sandwichs. Ce sont des sandwichs triangulaires, mais à la française. Et il y a même un panneau qui indique que malheureusement, les sandwichs qu'on vend maintenant ne viennent plus d'Angleterre parce qu'à cause du Brexit, on ne peut plus les inviter, les importer. Et donc tout ça c'est le mainstream Brexit. Et ce qui nous intéresse, évidemment, c'est quelles sont les divergences possibles entre le mainstream Brexit et le Brexit du sport. Est-ce que le sport était pris en compte spécifiquement? La deuxième partie du livre s'appelle Rules, ce sont les règles juridiques. Andrea Cataneo, qui est également un spécialiste bien connu, a écrit un chapitre sur les règles d'aide d'État. Très brièvement, l'approche européenne consiste à faire une distinction entre les aides pour les infrastructures ouvertes au grand public. Là, vous pouvez aussi avoir des professionnels qui les utilisent. Là, on veut bien permettre les aides d'État. Par contre, les aides d'État à des clubs surendettés, entièrement commercialisés, on ne veut pas les permettre. Et jusqu'ici, cette approche est ancrée aussi dans la pratique administrative et judiciaire britannique. Selon Andrea Cataneo, il n'y a pas
n'y a pas de signe comme quoi l'Angleterre voudrait présentement partir de cette approche. Mais en même temps, nous savons aussi que le Parlement britannique, maintenant, est à liberté totale d'adopter les lois qu'elle veuille. Et je voudrais rappeler que Boris Johnson avait saisi l'opportunité pour menacer les initiateurs de la European Super League avec ce qu'il appelait une bombe législative. Eh bien, si le Royaume-Uni avait encore été dans l'Union européenne, il n'aurait pas pu le faire. Et ça, il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Parce que, bon, normalement, il devrait être assez business-friendly, mais il a vu que les deux princes royaux avaient fait des tweets et d'autres posts sur les réseaux sociaux contre la Super League, et il s'est dit, c'est une bonne chose, donc je vais faire ça. C'est pas sûr qu'il y aura une loi, mais puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, il pourrait passer une loi comme ça. Leanne O'Leary, de l'université Edge Hill, a consacré sa contribution au droit du travail, où il y a une très grande marge pour partir du droit européen, même si le droit du travail n'a pas été harmonisé au sein de l'Union européenne, il y a quand même certains minima. Et on sait très bien que pour une partie des Brexitaires, l'ambition a été de créer un Singapour sur Tamise, donc un pays avec le moins de régulation publique possible. Le Brexit est intervenu, comme on le sait, de façon un peu aléatoire, parce que c'était le pari mal échoué de David Cameron, mais il y en a qui souhaitent en profiter pour avoir le moins de réglementation possible. Sema Patel, elle fait un peu le même exercice sur les règles du genre et l'antidiscrimination, et tire aussi la conclusion que même si à l'heure actuelle on ne voit pas les signes de telle et telle initiative législative, la possibilité est là et il y a raison de se questionner sur l'avenir. La troisième partie s'appelle Stakeholders, ce sont les parties prenantes, des différentes parties prenantes, comment est-ce qu'elles vivent le changement. Walter Palmer, d'un ancien joueur NBA, qui a dirigé des projets de dialogue social européen financés par la Commission pendant plus que 10 ans. Il se demande qui va remplir la lacune laissée par les collègues britanniques et qui avaient œuvré de façon très active dans les instances européennes. Est-ce que ce sera les Français, est-ce que ce sera les Allemands, les Nordiques? Tout dépend de ça. Un rôle plus proactif pour les institutions européennes, point d'interrogation, il n'y a pas encore d'indication dans ce sens. Et Walter Palmer rappelle que finalement, il y a 3 sous-secteurs du sport: sport professionnel, amateur et loisirs actifs, et on ne peut pas les couvrir du même mécanisme de dialogue social. Stephen Wetherill, Université d'Oxford, analyse la situation du football, dont on sait que Premier League et FA n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a qui voient plutôt d'un bon œil qu'il n'y a pas trop de joueurs français et autres qui viennent, parce que finalement, pour eux, c'est une façon d'inciter les clubs à entraîner plus de joueurs nationaux. Par contre, les cricket, c'est totalement différent. C'est un sport qui n'a jamais vraiment beaucoup profité de l'Europe, parce que, franchement, combien de cricketeurs professionnels on a réussi à trouver en Wallonie ou même en Rhône-Alpes, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc pour eux, ça a été toujours cet exercice onéreux d'en trouver en venant de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Géographie, on a le cas de l'Irlande. Les transports de chevaux de course entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est très compliqué. C'est vraiment un article pour les amateurs de régulation technique. Ça devient beaucoup plus complexe. Pour le sport écossais non professionnel, une perte d'opportunités, une perte de financement à travers les projets européens, mais aussi une perte d'opportunités de networking. Les collègues Zaïd Mustafi et Emmanuel Bell de l'Université de Lausanne ont alors analysé la situation du football suisse et ils ont vu un potentiel pour profiter un peu si la Suisse sera à parité avec les autres en ce qui concerne les transferts de joueurs. Borja Garcia et Henk-Erik Maya s'interrogent sur le rôle global du sport, et là on est revenu vers le thème de notre conférence. Ils ne voient pas beaucoup de marge pour l'instant, et ils attribuent cela notamment à une divergence entre les stratégies nationales. Pour Simon Boyce, et juriste de l'Université de Nottingham, il est toujours possible qu'une partie du droit européen reste
déterminant en Angleterre. C'est d'ailleurs aussi le point de vue de Maître Dupont, qui a représenté Bosman, Mecca Medina, et maintenant il représente la Super League, les initiateurs de la Super League. Il a écrit une petite préface. Et finalement, il y a la conclusion de ma part. Je compare la Brexit Dividend, donc cette vision de tirer profit du Brexit, plus de marge, moins de frais, avec, de l'autre côté, l'effet de Bruxelles, qui a été identifié par Anu Bradford, professeur de droit à l'Université Columbia aux États-Unis, et qui a montré à quel point l'Union européenne a réussi à exporter ces normes au monde entier. Beaucoup plus qu'on ne croit, finalement. Un autre très beau livre qui vient d'être publié en 2019, c'est Thomas Philippon. Il est français, il a fait École Polytechnique, il est professeur aux États-Unis, et il dit à peu près la même chose, que depuis 20 ans, c'est l'Europe qui influence beaucoup plus la normative au niveau international. Donc, d'un côté, oui, c'est possible de tirer une certaine dividende de Brexit, mais de l'autre côté, il y a une certaine influence du droit européen en dehors de l'Union européenne. Et donc, pour conclure, on a d'abord cette photo qui m'a prise le frère d'un collègue grec. Et ce frère, il vit à Londres. C'est déjà le 9 du 9. Et la situation ne s'est pas améliorée depuis. J'aime bien ce panneau. On dirait que c'est les gérants du supermarché. C'était fait de façon très, très officielle, très professionnelle. Ce n'est pas écrit à la main. Sorry for the limited choice. Désolé pour ce choix limité. Ça, c'est la conséquence de votre décision de demander aux Européens de fuck off vers leur pays d'origine. Est-ce que vous êtes content maintenant? C'est un gérant de supermarché. Je trouve ça assez amusant. C'est à Londres. Attention, c'est pas dans le Nord. Dans le Nord, je crois que là, on aurait saccagé le supermarché s'il avait fait ça. C'est à Londres. Eh bien, sur le cartoon, vous avez Nigel Farage avec sa pinte de bière et avec son mégot qui est en train de renvoyer les joueurs de l'Angleterre. C'est assez surprenant parce que jusqu'ici, on croyait toujours que s'il y avait une chose qui marchait en Angleterre, c'est toujours le sport et qu'il s'identifiait avec ça. Mais le sport semble avoir été un peu oublié. Merci à toi, Jacob. Et pourtant, moi, je suis étonné quand je vois ce cartoon de constater le nombre de joueurs européens qui, au cours des dernières semaines, ont été soit transférés vers la Grande-Bretagne, soit sont retournés en Grande-Bretagne en quittant des clubs européens. Alors, tu vas me dire que c'est peut-être une conjonction d'événements, mais c'est assez flagrant au cours de, je dirais, du dernier mois. Oui, mais je pense aussi qu'on fait erreur si on focalise seulement sur les talents de haut niveau. La Chambre des Lords a souligné dans un rapport que finalement le succès du secteur sportif ne dépend pas que des vedettes. On a besoin de beaucoup plus, on a aussi besoin de simples travailleurs pour maintenir les installations, par exemple. Il est possible d'avoir évidemment un visa et un permis de travail pour une vedette, mais pour toute cette main-d'œuvre moins qualifiée, moins bien payée, ce n'est pas possible. Et c'est là où il ne faut pas oublier que le sport est plus complexe que l'implication des vedettes. Donc tu imagines que le réalisme des Britanniques ira jusqu'à ne pas imposer le système de points pour les vedettes sportives parce que ça nourrit l'économie du football en Grande-Bretagne. Il y a le système des points à l'australienne, mais ce système des points concerne essentiellement certains employés qui gagnent très très bien. Alors on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Je vois que Colin est dans les starting blocks. Oui, tout à fait. Bon, moi, je fais partie de ceux, et je pense qu'il y en a d'autres dans cette salle qui ont vécu vraiment comme un peu un drame, le fait que les Britanniques décident de quitter l'Union européenne, et j'ai considéré aussi que c'était un affaiblissement, quand même, quelque part pour l'Union européenne. Mais néanmoins, maintenant, une fois que les choses sont faites, il faut quand même se souvenir, avoir la mémoire un peu longue et se souvenir que les Britanniques ont toujours été des dissidents quand même quelque part au sein de l'Union européenne et singulièrement en matière sportive. À chaque fois qu'il y avait une politique un petit peu consistante à établir, finalement il y avait toujours des réfractaires et les derniers c'était quand même les Anglais. Donc ça faisait partie un peu de leur vision des choses, très, très libérale, etc.
Et j'aurais presque envie de dire peut-être qu'à quelque chose maintenant malheur est bon. Je ferai le rapprochement avec ce que j'ai dit à la fin de mon exposé. Peut-être que maintenant ça pourrait être un petit peu plus facile de définir des positions communes, des politiques un petit peu plus ambitieuses, étant donné que les Anglais ne sont plus là pour tirer le frein à main. Voilà. En ce qui concerne l'exposé de Jacob, je crois qu'il y aura certainement une orientation naturelle vers le Commonwealth à nouveau, hein, et qui va redevenir un petit peu une référence sur le plan sportif aussi, hein, culturel et historique. Et voilà, donc les choses sont faites comme ça. Ça serait bien que ça puisse constituer pour l'Europe, quelque part, l'élimination d'un frein. Voilà, ça serait mon souhait. Bien. Une autre question ? Oui, j'avais une question, pareil, un ressentiment un petit peu comme vient de l'exprimer Colin. C'est qu'une fois qu'ils avaient dit non au référendum en Angleterre, ils étaient pris, il y a eu des efforts effectivement pour essayer de revenir dessus. En France, je vois, quand il y a eu Maastricht, les résultats, bon, on a étouffé un peu les résultats, puis on est resté dans l'Europe, et j'en suis content. Est-ce qu'il y a un moment, c'était consommé, ils ne voulaient pas revenir effectivement sur ce vote, ils sont sortis de l'Union européenne, mais j'ai l'impression quand même qu'ils vont revenir à un moment donné, parce que ça leur coûte trop cher. Est-ce que c'est une idée qui est possible ou pas ? Est-ce qu'il faudra attendre un changement de gouvernement, de législatif, ou pas ? Enfin, c'est une impression que j'ai. Une très bonne question. D'après les sondages, le pays demeure divisé, comme il a été toujours, et divisé à peu près 50-50. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2016, il y avait un référendum qui était purement consultatif, qui n'est pas juridiquement contraignant, mais qui a développé une certaine vie psychologique à elle. On sait qu'il y a eu une participation de 66% et que 52% ont voté pour sortir. Donc on sait seulement que 33% voulaient vraiment le Brexit, même si les 33% ne savaient peut-être pas ce que cela voulait dire. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses qui préoccupent les gens. Il y a le Covid, il y a toutes sortes d'autres problèmes. Et si on suit la couverture médiatique, par exemple, de cette question de pénurie dans un supermarché, ce n'est pas toujours identifié comme étant lié au Brexit. Parfois, c'est présenté comme si c'est lié au Covid. Et on ne peut pas imaginer que tous les citoyens fassent la connexion nécessairement, même si nous y voyons la connexion. Donc je pense que dans les années à venir, vous voyez, les politistes parlent souvent de path dependency. On suit un certain chemin en politique. Maintenant, on a commencé à suivre ce chemin, et ce ne serait pas étonnant si on suit ce chemin pendant 20 années. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans 20 années ? Je ne sais pas. Il y aura eu un renouvellement de la population, et il y a quand même eu une dépendance assez importante entre l'âge des citoyens et leurs préférences. Beaucoup de gens qui ont voté Leave en 2016 ne seront plus là dans 20 ans. Pour l'instant, j'imagine mal que ça change, déjà parce que les coûts de transaction seraient trop élevés. Le pays a investi trop dedans, financièrement, mais aussi psychologiquement. Et là, ce serait très difficile de faire marche arrière, surtout que dans une situation de 50-50, si on fait marche arrière, vous avez l'autre moitié qui sera amère. OK. Une petite dernière pour la route, et puis on passe à l'intervenant suivant. Très rapide, oui. On a l'impression qu'il peut y avoir quand même des impacts, enfin on dépasse un peu le sport aussi, que même l'Union Jack risque de se séparer quand même, quand on entend l'Écosse, l'Irlande, donc ça peut avoir quand même des conséquences très importantes, et ça ne peut pas être affecté uniquement au Covid, quoi. Voilà. Merci pour cette intervention.